Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à la conférence de presse du film Blueprint. Avant que cette conférence de presse ne débute, je vais, comme tous les jours, vous demander de bien vouloir couper vos téléphones portables ou les mettre sur silencieux et bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous faire passer le micro. Please turn off your mobile phones, put them on silent mode and please raise your hand so that we can give you the microphone. Ceci étant dit, merci de bien vouloir accueillir à mes côtés Daryl Wine et Gerard Haynes. Hello. Thank you guys for having us. Thank you. Thank you. Thank you very much. Merci, merci beaucoup. Merci. Y a-t-il une première question dans la salle? Oui, alors, monsieur là-bas, ensuite, monsieur devant. Je voulais savoir un petit peu comment ce projet est né, s'il a été porté aussi par la communauté afro-américaine, comme dirait Spike Lee. Et au-delà du thème traité, c'est aussi tout un regard sur cette communauté et la difficulté qu'elle a à vivre aujourd'hui aux États-Unis et comment ça enfle alors que les droits civiques devraient être une chose acquise. This gentleman wishes to know how this project, what this project was born from, where the idea comes from precisely, and also the fact that did you actually have a real support from the African American community that you were talking about on stage before the screening, and can you maybe talk to us a little bit about the difficulties today in today's life, right now in 2017, in Chicago and in all of the U.S. Regarding all the problems that we know of? Thank you for your question. So I met Gerard on the last film that I made, which was called Consumed. And Gerard played Danny, in the film, Danny Glover played Gerard's father. So we had a small relationship on that film. And when I met him, I immediately was taken with his presence, even though it was a small part. And I knew that I wanted to find something else for us to do together after that film was complete. And as the year went by, we stayed in touch, him in Chicago and me in California. And I was trying to figure out what the next film was going to be. As I always do as an artist, I'm paying attention to what's happening around me, trying to see what is relevant and worth exploring. And as I was saying on stage, I was witnessing so many tragic killings through the news media of innocent black men and women. And it felt like it was relentless and there was no stop to it. And it's something that's been going on for a very long time, but we're all just seeing it more and more now through social media. And so, as a filmmaker, I could feel my heartstrings pulling at me. Do you want me to stop and start? Are you sure? Okay. And I wanted to do something outside of just talking about it on social media and with friends, and I was scared because, you know, I had made a few political films in the past, and they're very challenging and can be very divisive and emotional, and but I could feel myself not backing down. And I was actually at an event in Los Angeles with one of the founders of the Black Lives Matter movement. And I went up to her and I told her that I had an idea. I had a few ideas at that time. I wasn't yet determined that it was going to be this. And I told her about them, and I said I was scared, being a privileged white filmmaker. You know, what place do I have telling, you know, a story about the black experience? And she encouraged me to go forth in trying to make it, you know, obviously with respect and sensitivity, which is how I try to approach every single project, with humility and with vulnerability and with my heart. And
And so it was that point forward that I felt, okay, maybe there's a place for me to make something, but what is that story? And then to jump you up to speed, it was in July of last year that, as I said on stage, there was a series of shootings that put me over the edge. And it was then that Gerard and I had already been in conversation. We had talked about a couple other ideas that were also related to race. And I said, you know, look at what's going on right now. I think that there's an opportunity for a story here and a story for us to do together, black and white, coming together out of love, to shine a light on this injustice. And I called him up and we had a few conversations about what that would be. And I knew that I couldn't write it. I've written all my other films in the past with my wife, who I've collaborated a lot on my other work with. And it just obviously it's not my experience. I'm not from Chicago, I'm not black, but I could use my resources and my, again, privilege and, you know, use what I had to be able to tell this story. And with Gerard and with him and his friends, I knew that we could capture something authentically. And it was at that moment that we decided to try and craft a loose narrative based on some of Gerard's struggles and life experiences around gun violence, having lost a number of friends, and try and come up with a narrative that we thought would be compelling, that could shine a light on what it is to go through trauma, to overcome grief during difficult circumstances. And so we together had some talk about this kind of what the story would be. Without writing the actual dialogue down, we just outlined kind of bullet points on scenes that we wanted to accomplish, and we didn't know what it was going to be. I mean, we really didn't. And it was very important for me for it to feel extremely spontaneous, to mirror the actual situation. You know, it's a messy situation. It happens, you know, on the turn of a dime. You never know when you're walking down the street and someone else could be shot, what kind of chaos that will cause in the community and in the world. And so that was also why, you know, I chose to film the film in the way that we did, which was, you know, very verite and kind of voyeuristic. So you really felt like you were there with the community in an honest way. Sorry, I feel like I'm going on and on. I'll stop there, and then Gerard can jump in. Okay, I'll translate before you. Okay, all right. En fait, ce qui se passe, c'est que le réalisateur nous dit. Alors, je vais essayer de la faire un petit peu courte, donc accrochez-vous. Le réalisateur nous dit qu'en fait, il a rencontré Gérard, donc le comédien ici présent, Gérard, sur un précédent film qui s'appelait Consumed. Et dans le film, d'ailleurs, Gérard avait donc le personnage qu'il jouait avait un père qui était joué par le comédien Danny Glover. Et lorsque Gérard était sur ce tournage, eh bien, le réalisateur Daryl a senti comme une connexion. Il a surtout senti la très forte présence. C'était un rôle très physique. Il était très présent. C'était un vrai personnage, un vrai caractère, entre guillemets. Et donc il s'est dit, il faut vraiment que je fasse à un moment donné un film avec lui en tant que comédien principal, parce que vraiment je sens qu'on peut faire de belles choses avec Gérard. Et donc il a commencé à réfléchir, et pendant qu'il réfléchissait, d'ailleurs, ils sont restés en contact, même s'ils ne viennent pas du même endroit. Gérard vient donc de Chicago, de South Side Chicago, tandis que le réalisateur était à Los Angeles. Mais ils sont restés en contact, ils ont beaucoup discuté, ils se sont rencontrés plusieurs fois. Et pendant qu'ils étaient en train de réfléchir à un projet commun, il s'est passé malheureusement ce qui se passe régulièrement et souvent aux États-Unis, puisque vous le savez sans doute en lisant les informations, on les voit un petit peu trop souvent aux informations, eh bien des meurtres, des assassinats, des meurtres. Et
très généralement des meurtres de personnes de couleur, des Noirs, qui sont généralement tués par des représentants, encore une fois, des forces de l'ordre ou des policiers. C'est ce qu'il disait tout à l'heure sur scène avant la projection du film. Et de voir toutes ces personnes innocentes se faire tuer les unes après les autres, quasiment en toute impunité, presque en toute impunité, c'est évidemment quelque chose qui a bouleversé Daryl. Et petit à petit, l'idée s'est faite dans sa tête de parler de ce problème et de parler du fait que pour un Américain aujourd'hui, on a presque l'impression que ce genre de problème, qui est un vrai problème évidemment, ça ne s'arrêtera jamais. Parce que quelles que soient les initiatives, les choses qui sont faites pour dénoncer ce genre de choses, ça ne s'arrête pas. Il y en a toujours, il y en aura encore un la semaine prochaine et un la semaine d'après, ça ne s'arrête jamais. Et donc ils se sont dit à un moment donné, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Évidemment, on fait ce qu'on peut faire. Et ce qu'ils peuvent faire, c'est un film. Donc, l'idée de faire un film a commencé à germer dans sa tête. Et il avait un peu peur, nous dit-il, parce que c'est vrai qu'il avait fait des choses un peu, des films, des choses avec un discours politique auparavant. Et il avait peur de la réaction que leur travail allait pouvoir engendrer. Il savait que ce serait quelque chose de très émotionnel, il savait que ce serait peut-être un petit peu dangereux, entre guillemets. Et puis, à Los Angeles, il a rencontré une des personnes qui s'occupe du mouvement Black Lives Matter. Et donc, il est allé la voir, cette femme, il a discuté du projet. Il lui a dit, est-ce que tu penses que moi-même, donc, en tant que blanc, en tant que privilégié, entre guillemets, est-ce que j'ai vraiment une crédibilité à dire ce genre de choses, à dénoncer ce genre de choses, comment ça peut se passer? Et il raconte que la personne en question lui a dit, mais bien sûr, au contraire, c'est si les armes que tu as entre tes mains, même en tant que blanc, peu importe, c'est de pouvoir faire un film, de pouvoir parler de ce genre de choses de cette manière-là et ouvrir les yeux sur ce problème, il n'y a aucun problème, entre guillemets, tu as ma bénédiction, tu peux le faire et donc fais-le. Donc c'est vraiment ce qu'il a décidé à le faire. Alors bien sûr, le faire avec respect, le faire avec compréhension, mais voilà, traiter cette histoire également de son propre point de vue. Et en juillet 2016, eh bien, il y a eu de nouveau des assassinats, des meurtres, et de nouveau, ça l'a vraiment remué de telle sorte qu'à ce moment-là, ça a été le déclic. Ils se sont dit tous les deux, bon là, cette fois-ci, ça continue manifestement, il faut y aller. Et comme vous le savez, les problèmes raciaux aux États-Unis ne vont pas exactement en se calmant. Au contraire, c'est un peu, malheureusement, en train de suivre une pente exponentielle. Donc, ils se sont dit, voilà, il faut y aller. Et donc, ils ont commencé tout d'abord à travailler sur ce film-là, sur une base de conversation. Ils ont beaucoup discuté, Daryl et Jarrod ont beaucoup discuté entre eux pour arriver à établir les thèmes. Et quelque part, d'ailleurs, Daryl nous dit, c'était très, très beau parce que c'était aussi un blanc et un noir qui se mettent ensemble et qui travaillent ensemble pour pouvoir essayer d'aller de l'avant et trouver une résolution à ce problème. Alors, ils n'ont pas exactement écrit un scénario tout de suite avec les dialogues, etc. Non, mais c'était simplement un peu comme des post-it avec le nombre de thèmes qu'il fallait aborder, les directions possibles du scénario, qui se sont finalement petit à petit, comme un puzzle, imbriqués les unes dans les autres pour donner naissance au scénario. Et puis, ils ont également travaillé, Daryl nous parlait également de son épouse, qui les a également aidés à développer le projet. Et bien sûr, encore une fois, il est blanc, il vient pas de Chicago, donc il ne parle pas de son expérience personnelle à lui, mais il a réussi à trouver le moyen d'utiliser ses propres ressources, sa propre expérience pour pouvoir, et puis ses propres privilèges entre guillemets, mais ce qui est une réalité aux États-Unis aujourd'hui, pour pouvoir raconter cette histoire et donc porter, on va dire, diriger le spot sur les thèmes qui sont propres à cette histoire. Et ce qui l'intéressait lui particulièrement, c'est le thème du traumatisme, le thème du deuil et le thème, c'est-à-dire comment arriver à aller au-delà de cela, laisser cela de côté pour pouvoir continuer sa vie, continuer son chemin. C'est ça qui l'intéressait vraiment, vaincre la période de deuil que l'on rencontre. Et donc, encore une fois, ils en ont beaucoup parlé. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de traiter cette histoire de la manière la plus spontanée possible. Et puis, encore une fois, il nous dit, il faut savoir que ce que j'ai essayé de rendre au travers du film, c'est ce côté, on ne sait jamais à quoi s'attendre lorsqu'on marche dans une rue aux États-Unis. Peut-être que tout à coup, quelqu'un va sortir, prendre un revolver, bam, tirer quelque chose. Ça peut vraiment arriver n'importe quand, un claquement de doigts et votre vie entière s'écroule autour de vous. C'est autant de thèmes, autant de tragédies différentes qu'il a voulu traiter avec ce film et de la manière la plus réaliste possible, presque documentaire, vraiment presque comme une espèce de cinéma vérité. Jared? Merci. Thank you. Jeez.
again, thank you guys for having us here. To answer your question, I'm from the south side of Chicago, so everyone you saw in that film were friends or family members in that film. Not much of any acting experience, but they understand the narrative, so to speak. They understand the template. We had a template that we went by, and they have insight, the blueprint, so to speak, right? So when you have insight, it's better than any script you can really write, because then it becomes authentic. It is authentic. And telling this story can be a little tricky, and I applaud Daryl for you know, taking the plunge in and wanting to collaborate and tell a story like this, because it's a sensitive time right now. But in all, the community was very welcoming to it, because it's an outlet. I'd rather us use this outlet than put ourselves in a situation where there are more killings or we hurt someone. So as a collective, we came together, and I think we made something, and we did something that is more effective in a sense, hopefully, and can spark more awareness. So in short, everybody was very welcoming and gave it their all. So that's all we can ask for. So yeah, it was a great experience. It was a tough experience, but it's therapeutic in a sense. Yeah. Oui, Jérôme nous dit qu'il vient lui-même du quartier de South Side à Chicago. Et donc forcément, il connaît cet univers, c'est son univers, c'est de là d'où il vient. Il a là-bas ses amis, il a là-bas sa famille. Et donc ce film était vraiment un film qui parlait de son univers, de ses amis, de sa famille. Et les personnes que l'on voit dans le film, eh bien, ce sont ses amis, ce sont sa famille, c'est son environnement. Ce ne sont pas des comédiens, ce ne sont pas des acteurs. Donc il n'avait pas d'idées préconçues sur le jeu. Il n'avait pas appris à jouer ceci, cela. Par contre, il connaissait les problématiques de cet endroit-là. Ils comprenaient, toutes ces personnes comprennent de quoi ils sont en train de parler, c'est leur vie. Et ils savent, évidemment, ils n'ont pas eu de scénario tout à fait écrit, etc., carré, mais ils ont eu le titre du film, pour ceux qui n'ont pas compris, les quelques personnes peut-être qui n'ont pas compris, Blueprint. Un blueprint, c'est comme un plan d'architecte, c'est-à-dire ça donne les lignes générales, les directions générales. Et ils avaient ce plan entre les mains, ils avaient les directions générales. Il n'y avait pas besoin, en fait, de trop les diriger, parce qu'ils savaient, ils comprenaient instinctivement, par expérience, de quoi ils parlaient. Et c'était... ils avaient donc cette expérience, c'était vraiment vécu de l'intérieur. Et Jérôme nous dit que lorsqu'on a vécu cela, lorsqu'on vit cela de l'intérieur, c'est bien meilleur que n'importe quel scénario écrit, super détaillé. C'est bien meilleur, puisque, encore une fois, c'est du ressenti. Et c'est ce qu'on voit parfaitement à l'écran. C'est beaucoup plus authentique. Il y a une authenticité qu'on aurait eu du mal à retrouver avec des comédiens vraiment de composition ou alors extraordinaires. Mais encore une fois, ils n'en ont pas eu besoin. Et donc, c'est vrai que lorsqu'ils ont décidé de se plonger à l'intérieur de ce projet, eh bien, ils ont tout de suite ressenti, ils ont tout de suite été vraiment bienvenus, accueillis chaleureusement par la communauté qui a tout de suite compris que le projet allait les servir et non pas les desservir. Donc voilà, ils ont eu vraiment la sensation, ils ont la sensation aujourd'hui d'avoir réussi avec ce film, en travaillant main dans la main avec la communauté en question, ils ont réussi à faire un travail qui est vraiment un travail utile pour la compréhension à l'extérieur de la communauté de ce qui se passe là-bas. Et il nous dit que c'était une expérience bien sûr difficile, mais également qui a porté ses fruits et au final une grande expérience très importante pour lui. Y a-t-il une deuxième question? Alors, monsieur ici, ensuite on viendra. Bonjour, merci pour le film. J'ai beaucoup apprécié notamment le jeu des couleurs à l'intérieur, c'était très, très travaillé. Moi j'ai une question par rapport à un autre film qui a été diffusé à Deauville, Fruitvale Station, ici même donc. Et en fait, Fruitvale Station présentait ce qui se passait avant et vous présentez ce qui se passe après. Donc il y a un espèce de jeu de miroir entre les deux films, surtout que les deux films présentent une mise en scène un peu portrait, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et en fait j'aimerais savoir, Fruitvale Station, comment ça les a d'abord inspiré, mais aussi motivé, parce que Fruitvale Station est un film qui a marché. Et je voulais savoir si ça les avait encouragés dans la tenue de ce projet.
This German says, first of all, thank you. He really liked the movie, and especially the work on the colors of the movie, which he said was quite interesting. And he wants to talk about a movie which is a Fruitvale Station, which I guess you know. And this movie was actually here a few years ago in Deauville Festival. And so, of course, we know this movie quite well. And this German says, Fruitvale Station is kind of telling, you know, the same themes, not the same story, but the same themes. But it's telling the story of what happens to the characters before what happens. While your movie is actually telling everything, the aftermath, right, of this kind of situation. But the directing, the way the director worked on Fruitvale Station is kind of Cinéma vérité, as you said a little bit earlier. And the movie Fruitvale Station was actually quite successful. So was it, in a way, some kind of motivation for you as well to talk about this story, or you were completely separated from Fruitvale Station? Thanks for the question. I think that Fruitvale Station is a powerful film. It's an effective film, and it's in many ways kind of like a spiritual brother to our film. I saw it when it came out, and it definitely had an impact on me. And you know, aside from knowing about the film, there wasn't really much other connection, other than, of course, the idea of police violence on the black community. And as you pointed out very clearly, that film is the approach, is the lead up to a shooting, and our film is tackling it from the aftermath. So, you know, that film, I think, is one of the very few films that have been made that's dealing with these types of issues in an authentic way. And I think, you know, the reason that we approached our film from this point of view was because we haven't been seeing this perspective. The films that have, I think, tend to have dominated cinema in a lot of ways, veer a lot into stereotype, into gang violence and drug violence. I have great respect for the canon of films that have approached those subjects. You know, obviously there's films like Boys in the Hood and New Jack City and Clockers, and, you know, recent films like Dope by Rick Fukuyama. You know, there's many films that have tackled the subject from that point of view. But what I and I think Gerard were very interested in was a quieter, more thoughtful story that was about the emotional pain and struggle of what it is to go through these tragic events. That, to us, is what we hadn't seen. How you live day to day in the aftermath of one of these shootings. How does that affect you and your family and your community, psychically, emotionally, spiritually, soulfully? How does that affect getting a job? How does that affect taking care of your kids? You know, you saw the film. His character is not always perfect. He has flaws, and then he has triumphs, and that is exactly what we were trying to encapsulate: is the complexity of what it means to go through this type of event, which is very challenging to try and illuminate. But because of Gerard's amazing, true experiences in this realm, he was able to draw a lot on that real emotion. Le réalisateur nous dit que le film Fruitvale Station dont vous parlez, qui était donc présenté ici même à Deauville il y a quelques années, est un film qui est très puissant. C'est un film qui est très fort. Et il le considère un peu comme une espèce de frère spirituel à son propre film que vous avez pu voir aujourd'hui. Il l'a vu lorsqu'il est sorti, il l'a vu, et c'est vraiment un film qui a eu clairement un impact très fort sur sa
personnalité, sur la manière dont il réfléchit à ce genre de problème. Mais il n'y a pas vraiment plus de connexion que cela avec le film. En dehors du fait, évidemment, du thème du film, la violence, principalement la violence donc de la police envers une certaine communauté, une certaine couleur de peau, en Californie et aux États-Unis de la manière la plus large du thème. Mais c'est vrai que son film, le film en question, donc Fruitvale Station, comme vous l'avez dit, est un film qui parle surtout de tous les événements qui finalement emmènent le personnage vers ce dénouement tragique, alors que son film, c'est exactement, c'est la suite, c'est pas l'inverse, mais c'est la suite, c'est-à-dire l'événement tragique, c'est le point de départ, et puis ensuite la vie, comment est-ce qu'on vit après être passé par ce genre d'événements. Et puis finalement, il nous dit qu'il y a finalement assez peu de films qui traitent justement du contre-coup de ce genre d'événements. Il n'y en a pas beaucoup, et c'est ça aussi qui l'intéressait. Son point de vue en tant que réalisateur, le point de vue du scénario, c'est ça qui l'intéressait. C'était de parler de comment est-ce qu'on peut vivre après avoir vécu ce genre de choses, et après avoir survécu plutôt à ce genre de choses, parce qu'on l'a pas encore vu. Et alors bien sûr, il a vu d'autres films, et les autres films qui traitent de ce genre de sujet, en règle générale, nous dit-il, ce sont des films qui s'appuient assez pesamment sur les stéréotypes du genre, des stéréotypes de la violence, aux États-Unis, les gangs, etc., qui ne sont pas toujours rendus de manière extrêmement crédible ou authentique à l'écran en ce qui le concerne. Alors, bien sûr, il ne fait pas de généralité, hein. Il dit, et il respecte beaucoup d'autres films qui ont traité de ce genre de problème depuis 10 ou 20 ans au cinéma. Il y en a eu des très très bons. Par exemple, Boys in the Hood, ou Dope, ou Clockers, et encore d'autres films qu'il respecte beaucoup. Mais c'est vrai qu'il voulait raconter cette histoire de manière beaucoup plus posée, de manière beaucoup plus calme, posé, sur ce qu'est vraiment la lutte que ce genre de personnes vivent au jour le jour. Qu'est-ce que ça fait quand on est passé par ce genre d'événement ? Comment est-ce qu'on peut, par exemple, emmener ses enfants à l'école, trouver un travail et le garder ? Des choses qui nous paraissent triviales, mais qui en fait sont fondamentales dans la reconstruction d'une personnalité qui a été quelque part brisée par ce genre d'événement tout à fait tragique. Alors le personnage principal, donc interprété par Gérard, bien sûr, il n'est pas parfait, bien sûr, il a des défauts, mais en même temps, voilà, c'est un être humain. Et donc c'est ça qui l'intéressait, d'arriver à dépeindre de la manière la plus authentique possible les combats de ce genre de personnes. Et encore une fois, les expériences vécues par le comédien Gérard ici présent lui ont vraiment permis de pouvoir s'approprier ce personnage et rendre cette histoire de la manière la plus authentique possible. Oui, ici au premier rang, avec le micro. Merci. Bonjour et merci. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ce qui est la place de la religion et de l'Église, peut-être dans l'importance que ça a de réunir la communauté noire et peut-être aussi avec les Blancs, je ne sais pas. Et ça m'a interpellé pas mal ce passage-là. J'aimerais en savoir plus. Merci. Maybe you can talk a little bit about the fact that in the movie you are showing actually that religion and the church is actually playing an active role into trying to make both communities, blacks and whites, come together. Maybe you can, reflect on that a little bit. Well, yes, he takes a spiritual journey because that's the core of him. And I'm just speaking from personal experience as well as the character. Everyone has an anchor in their life. And when you deviate from that plan of always following this regime, whether it's your God or Buddha or whatever it is that you study under, especially in the African-American community, church is huge. It's really huge. I mean, it's needed. I don't think people really understand that it's what keeps us, it gives us hope. It gives us motivation, and without it, we'd probably be in a worse place. And for me, and for that character, it's a necessity. You see, once he went back into the church, he came back out and had a new way of thinking.
and Daryl did a great job of the lottery ticket. I don't know if people called it. It's like a sense of metaphor of luck is changed. It's changing, but then when his life almost was taken from him, his mother sat him down and talked some sense into him, and then he went back into church, and then that's when it hit him that to keep living, because what else is there to do? And so I think the church just. It's his base. It's his base, in short. It's his base. And without it, like I said, I think he'll be worse off, in my humble opinion. Oui, Gérard nous dit qu'effectivement, le personnage, il est en train de suivre une espèce de cheminement spirituel qui est important, clairement. Et il nous dit que dans sa vie à lui, tout comme dans la vie du personnage d'ailleurs, parce que c'est vrai que les deux sont encore une fois assez imbriqués, dans sa vie à lui, il a bien compris que les gens qui évoluent dans ce genre d'environnement ont besoin d'une base, de quelque chose qui les regroupe ensemble. Ils en ont besoin, clairement. Et quel que soit d'ailleurs le Dieu, quelle que soit la divinité en laquelle ils croient, que ce soit Bouddha, que ce soit Jésus, peu importe, ils ont besoin d'avoir ce genre de pivot central qui leur permet de graviter autour. Et la religion est vraiment importante. Il précise d'ailleurs, c'est plus qu'importante. Enfin, elle est vraiment, on en a besoin. C'est un besoin primaire, primordial. Voilà, on en a vraiment besoin parce que ça donne de l'espoir, parce que ça donne envie de continuer à avancer et pas de rester au même endroit toute sa vie. Et que sans les églises, sans la religion, encore une fois dans ce genre d'environnement, les choses seraient bien pires qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'est son intime conviction. C'est une nécessité. Et c'est vrai que dans le film, on comprend bien que lorsque le personnage rentre dans l'église et qu'ensuite il en ressort, lorsqu'il en ressort armé d'une nouvelle façon de penser, d'envisager les choses, ce qui forcément l'aide à aller de l'avant, ce qui lui donne les armes nécessaires pour pouvoir continuer à vivre, tout simplement, continuer à fonctionner au sein de la société. Cela leur permet également d'échanger avec les personnes autour d'eux, donc de créer une espèce de communication au sein de la communauté. Et voilà, l'Église, ça donne tout simplement au personnage, et ça lui a donné tout simplement dans sa vie une raison nécessaire, mais parfois on en a besoin, une raison pour continuer de vivre. Parce que si on en arrête de vivre, on fait quoi? Enfin, voilà, c'est tout bête, mais la conclusion arrive très très vite finalement à ce genre de phrase. Donc voilà, c'est vrai que l'Église, c'est une espèce de base arrière, une espèce d'endroit que l'on connaît et où on revient pour pouvoir se redonner la force de continuer à avancer. Une autre question, monsieur, ici au deuxième rang. I wanted to congratulate you on the movie first. I wanted to ask you something about the probable reception of the movie in the United States, because I think it's not released on the United States. We saw recently some scandal about Detroit from Catherine Bigelow, because she probably didn't own the story because she's not member of the black community, and she actually made a movie, and she was not well received for that. What do you think about the probable reception of the movie on the United States because you're not member of the black community, or maybe what do you think about these theories about only black people can talk about black people, or only LGBT members, for example, can talk about LGBTs in movies? You're not black, there? I didn't know that. I thought I was black. What a surprise. Thanks for the question. So yeah, I think, well, with Detroit, Catherine Bigelow is the director, and then I think Mark Bowles, the writer. I can't remember if that's his name, but he's a white writer. So I think the difference between between that film and our film is this collaboration right here, which I was very careful about. It was what I was saying before. I wouldn't have tried to write this film without Gerard. I would never try and make any kind of film feel exploitative or
sensationalized. And as a white man approaching this subject, I have to do that with a lot of humility, and I tried as much as I could to put as much of my heart and soul into it, and approach the subject, from that place at every moment, and so a lot of that trust came between our relationship, which fortunately we had, So I don't know, because I haven't read about all the controversy happening with Detroit, and I haven't seen the film yet. Unfortunately, I want to see it. Gerard saw it, so yeah, of course they're gonna look at what she's doing and what they're doing, approaching it from a white perspective, as they should. But no, I don't think that only white filmmakers should only make white films and black filmmakers should only make black films, or Asian filmmakers should only make Asian films, or Latino filmmakers should only make Latino films. Not at all. I think that would only further segregate people. I think what I do believe, though, is that when you are making those films, that you just have to approach it from a very sensitive place, and your heart has to be in the right place, and your head has to be in the right place, so that the story that you're telling is coming from a truthful place and an authentic place. And that's what I think we set out to accomplish that, and worked very hard at working with people in Chicago who believed in that and supported us, and walked them through what we were trying to do, so that it could have the result that it did. La question en fait portait sur la manière dont le film allait être reçu, allait être envisagé aux États-Unis, parce que pour l'instant il n'y a pas de date de sortie, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, par exemple, il y a un scandale en ce moment, une espèce de polémique, on va dire, autour de la sortie du nouveau film de la réalisatrice Catherine Bigelow, qui s'appelle Détroit, et le fait que le film parle à peu de choses près d'une problématique identique, mais cette fois-ci, il y a donc encore une fois une grande polémique du fait que la réalisatrice est blanche, et que également le scénariste est blanc, et donc forcément il y a une polémique autour de ce sujet. Donc la question était au réalisateur: est-ce que vous pensez qu'il y aura le même genre de polémique avec la sortie de votre film, puisque vous-même êtes blanc? Et Daryl nous dit que faut savoir que, encore une fois, sur Détroit, donc le scénariste, la réalisatrice sont blancs. Sur ce film-là, comme vous pouvez d'ailleurs le voir tout de suite maintenant vous-même, il y a clairement une collaboration qui existe entre un blanc et un noir. Donc déjà à la base, il y aura pas ce sera pas la même polémique. Et ensuite, pour en parler un petit peu plus, bien sûr, le réalisateur a fait très attention justement à ce genre de choses. Lorsqu'il a commencé à travailler avec le film, il ne voulait pas que l'on puisse justement l'accuser d'exploiter un sujet intéressant, etc. Non, il n'y a pas du tout, il n'y a pas eu d'exploitation dans son esprit lorsqu'il a commencé à réfléchir sur ce sujet-là. Bien sûr, il est tout à fait au courant que c'est un homme blanc qui va traiter d'un problème d'une communauté noire, et il a décidé d'aborder ce problème avec toute l'humilité possible. C'est ce qu'il a essayé de faire. Il a vraiment investi tout son cœur, toute son âme dans cette histoire pour la raconter de la manière la plus juste possible. Et alors ensuite, pour parler du film en question, il n'a pas vu lui-même encore le film donc Détroit de Catherine Bigelow. Il n'a pas vraiment encore lu avec attention tout ce qui s'est passé autour de cette fameuse polémique. Mais voilà, il essaye simplement de traiter son film de la meilleure manière possible. Et lorsqu'il réfléchit à ce que vous venez de dire, il se dit qu'en même temps, il n'est même pas du tout porté sur le fait que seuls les Blancs peuvent parler de problèmes de Blancs, seuls les Noirs peuvent parler de problèmes de Noirs, seuls les Asiatiques peuvent parler de problèmes d'Asiatiques, etc., etc. Pour lui, c'est pas ça, parce que si on fait ça, on va se retrouver avec une nouvelle période de ségrégation culturelle, et c'est évidemment l'inverse de ce qu'il faut faire, au contraire. Donc pour lui, c'est entre guillemets un faux problème, en tout cas une fausse polémique. Et voilà, à partir du moment où on traite d'un sujet de la manière la plus
la plus authentique possible, où on y met vraiment tout son cœur et toute son objectivité, pour lui, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, il nous rappelle, encore une fois, que de la part de la communauté noire de Chicago, jusqu'à maintenant, tout ce qu'ils ont eu, c'est du soutien, du support, et que, encore une fois, voilà, pour lui, cette polémique, en tout cas pour son film, n'a pas lieu d'exister. Et cette conférence de presse est terminée. The press conference is over. Thank you very much.